Introduction à un conflit prolongé. La guerre de 100 ans s'étend sur une période complexe, jalonnée de conflits intermittents entre deux puissances majeures du Moyen-Âge, la France et l'Angleterre. Cette guerre ne fut pas un affrontement continu, mais une série de campagnes militaires, de trêves et de rivalités dynastiques qui ont modelé l'histoire européenne pendant plus d'un siècle. Pour comprendre l'ampleur de ce conflit, il est essentiel de se pencher d'abord sur le contexte historique qui en est à l'origine. Au début du XIVe siècle, l'Europe est structurée en royaumes souvent en opposition, où la légitimité des souverains peut être remise en cause à tout moment. La France, avec son territoire étendu et diversifié, cherche à affirmer son autorité face à ses voisins, dont l'Angleterre. À cette époque, la royauté anglaise possède encore des domaines en France, ce qui crée un terrain propice aux tensions. La succession au trône de France devient alors une question cruciale, exacerbée par des liens de parenté entre les familles royales anglaises et françaises. Édouard III d'Angleterre est un personnage clé dans les débuts de cette guerre. Il revendique le trône français en s'appuyant sur sa filiation maternelle, ce qui est contesté par Philippe VI, un cousin direct devenu roi en vertu de la loi salique qui exclut les héritiers par les femmes. Cette différence d'interprétation des droits dynastiques est au cœur du conflit. La question de la légitimité ne se limite pas à une simple querelle de famille, mais engage des alliances, des ambitions territoriales et des stratégies politiques complexes. Philippe VI est conscient que pour renforcer sa position, il doit consolider le royaume et contrecarrer l'influence anglaise. L'importance économique des territoires français sous contrôle anglais, notamment la riche région du duché de Guyenne, ajoute une dimension supplémentaire à cette rivalité. Ces terres fournissent à l'Angleterre ressources et revenus essentiels, rendant leur contestation stratégique incontournable. La guerre débute officiellement en 1342, lorsque les hostilités éclatent après plusieurs années de tension. Le roi d'Angleterre mobilise ses forces pour faire valoir ses droits, comprenant que la guerre pourrait lui permettre d'étendre son influence sur le continent. Les premières batailles révèlent les enjeux militaires et politiques de ce conflit prolongé, avec des victoires importantes des Anglais, comme celle de Crécy, qui démontrent l'efficacité de leurs tactiques et de leurs archers. Néanmoins, la guerre ne se limite pas à la dimension militaire. Les rivalités profondes entre la noblesse française et anglaise, ainsi que leur rapport à la couronne, influencent grandement les évolutions du conflit. L'instabilité politique en France, exacerbée par des crises internes, affaiblit temporairement le royaume, tandis que l'Angleterre profite de cette situation pour renforcer sa position dans le nord de la France. Le contexte social et économique du début du XIVe siècle joue également un rôle majeur. La peste noire, qui sévit au milieu du siècle, dévaste les populations et perturbe l'organisation des campagnes militaires. Cette pandémie change la donne, affectant non seulement les armées, mais aussi la vie quotidienne des habitants des territoires en guerre. Malgré ces difficultés, la guerre continue, s'enlise parfois, mais ne cesse jamais complètement. Dans ce tableau, les figures telles que Jean de II le Bon succèdent à Philippe VI et poursuivent les hostilités. Capture lors de la bataille de Poitiers, Jean II symbolise les souffrances et les revers de la France durant cette période, perpétuant un cycle de pertes et de négociations souvent incapables de mettre fin durablement au conflit. L'opposition entre ces souverains illustre la complexité des rapports politiques et militaires de l'époque. Il est également important de noter l'évolution des techniques militaires au cours de ce conflit. L'utilisation accrue des archers anglais, armés d'arcs longs, se révèle décisive dans plusieurs engagements, modifiant la manière traditionnelle de faire la guerre en Europe. Ces innovations, souvent sous-estimées dans leur impact, contribuent à redéfinir les stratégies employées par les royaumes en guerre. L'opposition de principes juridiques et politiques entre l'Angleterre et la France crée un conflit qui dépasse la simple guerre territoriale. Les enjeux culturels, administratifs et dynastiques s'entrelacent,
faisant de cette période un laboratoire historique pour la formation des nations modernes. La France, en particulier, sortira transformée de cette épreuve, tant sur le plan politique que national. Cette introduction met en lumière une réalité souvent méconnue. La guerre de 100 ans ne se limite pas à une succession de batailles, mais est un phénomène complexe, tissé d'ambition, de tradition et d'évolution qui façonne durablement la société européenne. Les acteurs de ce conflit, qu'ils soient rois, nobles ou simples soldats, participent à un tournant majeur de l'histoire, dont l'écho se fait encore sentir des siècles plus tard. Alors que nous comprenons mieux les racines de ce long affrontement, l'attention se tourne maintenant vers les différentes phases du conflit. Chacune d'elles révèle des transformations profondes dans la géopolitique européenne, les stratégies militaires et les rapports de pouvoir. C'est dans cette lumière que la prochaine partie de notre récit dévoilera comment la guerre s'est intensifiée et les conséquences qu'elle a engendrées pour les royaumes en présence. Les origines dynastiques du conflit. Le roi Édouard III d'Angleterre, monté sur le trône en l'année 1327, était petit-fils de Philippe le Bel par sa mère Isabelle de France. Cette filiation lui conférait un droit potentiel au trône français à la suite de la mort de Charles IV en 1328, dernier fils de Philippe le Bel. Pourtant, la noblesse et les États généraux de France refusèrent de reconnaître cette prétention, invoquant la loi salique qui excluait les héritiers par les femmes. Ainsi, Philippe Sas, issu de la maison de Valois, fut couronné roi en 1328, déclenchant un différend qui allait s'amplifier avec le temps. Les revendications d'Édouard III ne se limitaient pas au trône. Elles s'étendaient aussi à certaines terres en France que possédaient les ducs et comtes anglais, par héritage ou par mariage. La région de Guyenne, en particulier, était un point de friction majeur. En effet, la possession de cette vaste province du sud-ouest de la France assurait au roi anglais un levier économique et politique considérable. Le contrôle de ces terres était source de tensions récurrentes car il remettait en cause la souveraineté du roi de France. Philippe VI tenta de renforcer son autorité en réclamant la restitution de ces territoires, une démarche perçue comme une provocation à Londres. Les liens matrimoniaux compliquaient encore davantage la situation. La famille royale anglaise, à travers les alliances, entrelaçait ses destinées avec plusieurs maisons nobles françaises. Par exemple, la mère d'Édouard III, Isabelle, était la fille de Philippe IV de France, ce qui liait étroitement les deux familles. Ces unions, destinées à solidifier la paix, eurent paradoxalement un effet inverse en intensifiant les prétentions dynastiques. Chaque camp utilisait ces alliances pour justifier ses revendications politiques, dressant un réseau d'alliances qui alimentait les tensions plutôt que de les apaiser. La période qui précéda immédiatement le déclenchement du conflit fut marquée par une multiplication d'incidents diplomatiques et militaires. Philippe VI, soucieux de renforcer son pouvoir, institua des mesures destinées à affirmer son autorité sur les régions contestées, tandis qu'Édouard III, conscient des enjeux, renforçait ses alliances avec les seigneurs français mécontents. Break time 2. La rivalité s'étendit aussi au-delà des frontières, impliquant des acteurs clés comme le comté de Flandre, dont les intérêts économiques étaient liés à ceux de l'Angleterre. Ce contexte complexe, mêlant héritage dynastique, rivalité territoriale et pression économique, créait un terrain particulièrement fertile à l'escalade du conflit. À la mort de Charles IV, dernier roi de la branche capétienne directe, l'absence d'un héritier mâle légitime instaurait une crise de succession sans précédent. Édouard III, en légitime, défendait son droit au trône, tandis que Philippe VI s'appuyait sur la tradition et le soutien des grands seigneurs français. Ce dilemme central démontre l'importance cruciale du droit de succession dans la stabilité politique de l'époque. La loi salique, adoptée pour garantir la continuité masculine, privait pourtant certains prétendants légitimes, comme Édouard, d'un statut reconnu,
reflétant ainsi un équilibre des forces et des intérêts au sein de la couronne française. Break. Time to Tuss. Il faut également considérer les ambitions personnelles des protagonistes. Philippe VI, jeune souverain cherchant à affirmer sa légitimité, percevait les revendications anglaises comme une menace existentielle. Il devait consolider son pouvoir face à une noblesse parfois réticente. De son côté, Édouard III, chef charismatique et rusé, ne voyait pas seulement la question du trône comme un enjeu symbolique, mais aussi comme un moyen d'accroître la puissance de sa dynastie et de renforcer sa position en Europe. Cette opposition de volonté personnelle ajoutait une dimension humaine à ce conflit qui prenait racine dans les textes légaux et les coutumes séculaires. Le rôle des États généraux prit également forme durant cette période, les représentants des divers ordres sociaux prenant une part active dans les débats sur la succession. Le clergé, la noblesse et les bourgeois exprimaient leurs intérêts respectifs, souvent opposés. Le soutien à Philippe VI reflétait un désir de stabilité et de continuité, tandis que certains groupes voyaient en Édouard un allié potentiel contre la centralisation monarchique française. Cette dynamique illustre comment la question dynastique dépassait le cadre strictement royal pour s'enraciner dans des enjeux sociaux et politiques plus larges. En parallèle, les guerres précédentes et les conflits frontaliers entre les deux royaumes avaient préparé le terrain à une hostilité durable. Les affrontements entre troupes anglaises et françaises dans les zones contestées servaient déjà d'échauffement à une guerre plus étendue. Les raids, les sièges de châteaux et les incursions maritimes s'intensifiaient, reflétant la dégradation progressive des relations. Ces opérations militaires, bien que limitées en intensité, avaient un fort impact psychologique sur les populations locales et servirent de prélude à la longue confrontation qui allait suivre. Par ailleurs, il ne faut pas négliger l'importance des questions économiques dans la genèse du conflit. La région de Flandre, riche et prospère, dépendait en grande partie du commerce de la laine anglaise. Toute perturbation dans les relations entre l'Angleterre et la France risquait d'entraîner un déséquilibre économique susceptible d'envenimer les tensions politiques. Ainsi, les intérêts commerciaux se mêlaient aux revendications territoriales et dynastiques, créant un contexte explosif où chaque décision stratégique pouvait avoir des conséquences majeures sur le commerce et la prospérité des régions concernées. La complexité de ces enjeux s'incarne dans la figure de Philippe de Valois, cousin de Charles IV, dont l'accession au trône fut contestée par Édouard III. Son règne fut marqué par une volonté de renforcer la cohésion du royaume de France face à l'agression étrangère. Philippe sut habilement mobiliser les forces de la noblesse et des villes pour affirmer son autorité et préparer la guerre. Il engagea aussi une politique de fortification, renforçant les défenses des points stratégiques, illustrant la préparation consciente à un conflit prolongé. Sa diplomatie chercha à isoler l'Angleterre en nouant des alliances avec les royaumes voisins. Il convient également de mentionner les tensions internes au sein de la noblesse française. Certaines familles, telles les maisons Bourbon ou Armagnac, conservaient des ambitions autonomistes et étaient parfois tentées par un rapprochement avec l'Angleterre contre la couronne. Cette dissidence affaiblissait la position de Philippe VI et compliquait la gestion politique du royaume. La rivalité entre grands seigneurs, parfois nourrie par des querelles personnelles ou des intérêts économiques, contribuait à fragmenter l'unité nationale à un moment où la menace anglaise était croissante. Du côté anglais, la maison Plantagenet préparait minutieusement sa candidature. Édouard III, hautement éduqué et stratège, bénéficiait d'un solide soutien parmi sa noblesse qui voyait dans la guerre un moyen de regagner prestige et richesse. Sa capacité à mobiliser des forces importantes et à coordonner la logistique militaire posait les bases d'un conflit d'envergure. Ce contexte militaire augmentait la pression sur Philippe VI, qui devait non seulement défendre ses droits légitimes, mais aussi contrer une armée bien organisée et motivée. Enfin,
la conjoncture internationale jouait un rôle non négligeable dans les conditions du déclenchement du conflit. La papauté, notamment, cherchait à promouvoir la paix en Europe, mais se trouvait dépassée par les intérêts souverains. Par ailleurs, les alliances qu'avec d'autres puissances, telles que le royaume d'Écosse, souvent allié de l'Angleterre, posaient une problématique stratégique supplémentaire à la France. Ces rapports diplomatiques multiples alimentaient un climat international tendu, où l'équilibre des forces était instable, rendant presque inévitable un affrontement ouvert. Ainsi, cette période de l'histoire se caractérise par une accumulation de facteurs dynastiques, territoriaux, économiques et personnels qui conduisirent à une rupture majeure entre la France et l'Angleterre. La succession contestée, les revendications territoriales conflictuelles, les stratégies politiques et militaires, ainsi que les alliances multiples, tissèrent un tableau complexe d'où émergea la guerre dite de 100 ans. Face à ce contexte fragile et chargé d'incertitudes, les deux royaumes s'engagèrent dans un long affrontement qui allait marquer profondément l'histoire médiévale européenne et nourrir de nombreuses légendes et mémoires populaires. Cet aperçu des origines dynastiques du conflit nous prépare à comprendre les développements ultérieurs, où l'histoire s'enrichira des figures héroïques, des batailles épiques et des transformations politiques qui suivirent. Le récit se poursuit ainsi avec l'examen des premières phases militaires et des stratégies adoptées par les deux camps, révélant à la fois la détermination des acteurs et la complexité des interactions sur le champ de bataille. Les premières batailles décisives. Au cours des premières années de la guerre, qui allait durer plus d'un siècle, plusieurs batailles décisives dessinèrent le cadre de ce long conflit. Parmi elles, la bataille de Crécy, survenue en 1346, est souvent considérée comme un tournant majeur. Cette bataille opposa les forces anglaises du roi Édouard au roi Philippe de Valois, chef de la France. Les armées anglaises, bien qu'en infériorité numérique, utilisèrent une stratégie basée sur la mobilité et la technologie de leurs archers, notamment les archers utilisant le célèbre arc long. Les armées françaises suivaient alors une doctrine militaire traditionnelle, s'appuyant largement sur la chevalerie et les charges lourdes de cavalerie. Toutefois, les Anglais avaient adopté une tactique reposant sur des positions défensives solides, utilisant le terrain à leur avantage. Ils choisirent un emplacement stratégique en hauteur, ce qui limita l'efficacité des charges françaises rapides. Le dispositif anglais se composait de rangs d'archers, placés de manière à déployer un feu continu sur l'ennemi. Lors de la bataille, la charge initiale des chevaliers français fut en grande partie décimée avant même d'atteindre les lignes anglaises, grâce au barrage incessant des flèches. Ce type de combat révéla l'importance cruciale de la technologie militaire et des innovations tactiques dans les conflits médiévaux. La bataille de Crécy démontra que la supériorité numérique ne suffisait pas lorsqu'elle était confrontée à une organisation rigoureuse et à une bonne préparation. La victoire anglaise à Crécy fut d'autant plus remarquable qu'elle permit d'affirmer la légitimité d'Édouard III sur le trône français, ce qui intensifia les revendications territoriales. Cette bataille marqua un changement dans la manière de concevoir la guerre, soulignant que la bataille pouvait être gagnée grâce à la coordination, à la discipline et à une connaissance approfondie du terrain. Les archers, souvent des paysans ou des artisans, jouèrent un rôle majeur face à une noblesse qui croyait encore en la suprématie de la chevalerie. En parallèle de la bataille de Crécy, d'autres combats peu à peu dessinèrent cette guerre d'usure, durant laquelle la guerre ne se limitait plus à de vastes affrontements, mais aussi à des sièges, des escarmouches et des manœuvres de contrôle des territoires. Les seigneurs locaux, pris entre loyauté partagée, participèrent de différentes façons, renforçant les conflits internes au sein même des royaumes concernés. Ces premiers affrontements permirent également de développer des alliances et des stratégies diplomatiques qui influenceraient la suite de la guerre.
Chaque partie cherchait à obtenir un avantage non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les cours européennes. Le contexte politique complexe, marqué par des traités souvent rompus, amplifia cette dynamique conflictuelle. Le roi Édouard fit preuve d'une grande habileté dans la gestion de ses ressources humaines et matérielles. Il sut tirer parti des conflits internes français en soutenant certains seigneurs déçus ou contestataires, ce qui fragilisa davantage le royaume de Philippe. La guerre devint alors un jeu d'influence où les victoires militaires s'accompagnaient de gains politiques subtils. Les conséquences de cette première victoire furent lourdes pour la France. Elle perdit non seulement des hommes, mais aussi la confiance en sa méthode de combat. Le prestige de la chevalerie fut ébranlé et des voix s'élevèrent pour réformer les techniques militaires. Pourtant, le pays ne renonça jamais à sa vocation de puissance médiévale majeure. L'importance de la bataille de Crécy s'inscrit aussi dans la mémoire collective. Elle fut largement relatée par des chroniqueurs de l'époque, qui soulignèrent l'héroïsme des combattants anglais et la surprise causée par la défaite française. Ces récits façonnèrent l'opinion publique et contribuèrent à forger l'identité nationale des deux royaumes. En termes d'armement, cette période vit l'émergence de nouvelles armes et tactiques. L'arc long anglais monopolisait l'attention. Mais on vit également l'usage accru de l'artillerie primitive et l'amélioration des fortifications. Ces innovations changèrent à la nature des combats et préparèrent l'arrivée des armes à feu dans les décennies suivantes. À Crécy, les combats durèrent toute la journée, dans des conditions difficiles, en raison du terrain accidenté et des conditions météorologiques. Le courage et la discipline des troupes anglaises leur permirent de tenir face aux assauts répétés. Ces qualités humaines furent également décisives dans cette confrontation. Au-delà de l'aspect militaire, cette bataille eut des répercussions sociales et économiques. Les pertes humaines furent considérables, affectant durablement les communautés locales. De plus, le déroulement de la guerre entraîna des déplacements massifs de population et une détérioration des infrastructures dans les régions concernées. La bataille de Crécy est emblématique d'une guerre complexe mêlant enjeux dynastiques, rivalité territoriale et transformation militaire. Elle posa les bases des conflits ultérieurs, qui se déroulèrent souvent selon des principes similaires. L'étude de ces premières batailles éclaire la compréhension de ce que fut cette guerre longue et difficile. En juin 1370, un autre affrontement majeur, la bataille de Neville's Cross, vint confirmer la montée en puissance de l'arsenal tactique anglais. Elle permit de contenir un nouveau front et d'affaiblir davantage les forces françaises et leurs alliés. Chaque bataille devenait un élément d'une stratégie globale plus vaste. Il est essentiel de saisir que la guerre de 100 ans n'était pas seulement un conflit militaire, mais également une lutte idéologique entre deux conceptions du pouvoir et du royaume. Les premières batailles illustrèrent la fragilité des alliances, mais aussi la capacité des belligérants à s'adapter. La victoire anglaise à Crécy n'excluait pas les revers possibles, mais elle démontre l'importance du facteur humain et technique dans les affrontements. Elle influença aussi la manière dont les chroniques historiques furent rédigées, introduisant une narration plus précise et documentée. Ainsi se dessine un premier chapitre de ce long conflit, marqué par des nombres impressionnants de combattants engagés, de pertes estimées par milliers et de régions dévastées. Le résultat tangible de ces batailles modifia profondément la carte politique de l'époque, avec des conséquences à long terme. Tout en poursuivant les hostilités, les deux royaumes commencèrent à envisager des solutions politiques, parfois fragiles et passagères, mais toujours influencées par le souvenir des premiers combats. Le poids de ces victoires et défaites forgea la psyché des nations. L'analyse de ces premières batailles permet d'évaluer l'évolution des techniques militaires et du rôle des différents corps d'armée. Elle éclaire la transition d'une guerre basée sur la noblesse dominante vers une guerre populaire où chaque combattant avait sa part. Les enseignements tirés de ces affrontements
marquèrent les esprits des stratèges et influencèrent les conflits futurs non seulement en Europe, mais également dans d'autres régions où ces techniques se propagèrent avec les armées. La guerre ne se limitait pas au champ de bataille. La logistique, le ravitaillement et la capacité à maintenir les troupes dans la durée étaient tout aussi importantes. Ces innovations organisationnelles furent parfois décisives dans le résultat des batailles. Le paysage militaire du temps offrait une variété d'acteurs, des chevaliers aux archers, en passant par les fantassins et les mercenaires. Ces protagonistes eurent chacun leur rôle à jouer dans l'échiquier militaire de la guerre de Cent Ans. Avec le recul, il est possible de mieux comprendre comment ces premières batailles posèrent les fondations d'un conflit durable qui s'inscrivit au cœur de l'histoire européenne. Elles reflètent la complexité des rapports de force entre royaumes et noblesse. En conclusion, les affrontements de cette période soulignent que la victoire ne reposait pas uniquement sur le courage, mais aussi sur l'intelligence stratégique, la préparation et l'adaptation aux nouvelles réalités de la guerre. Cette leçon fut retenue par tous les acteurs de la guerre de Cent Ans. Alors que les longues années de combat se poursuivent, l'expérience acquise lors de ces batailles figura parmi les influences majeures qui façonnèrent les développements futurs. L'histoire très riche de ces premiers engagements invite à une exploration détaillée des épisodes suivants. L'évolution des armes et des tactiques. L'arc long anglais fut sans doute l'innovation la plus célèbre et la plus influente. Utilisé avec une maîtrise exceptionnelle par des archers, tels que les hommes de Wallis, il permit aux forces anglaises de dominer les champs de bataille. Cet arc, capable de tirer des flèches puissantes sur des distances considérables, déjouait la cavalerie française et affaiblissait les rangs adverses avant même le contact des corps à corps. Son efficacité provoqua une redéfinition des formations militaires. Face à cette menace, la noblesse française répliqua en renforçant les fortifications. Les châteaux et villes fortifiés évoluèrent pour intégrer des murs plus épais et des tours plus hautes, capables de résister aux tirs incessants des archers et aux premières formes d'artillerie. Ces constructions contribuèrent à prolonger les sièges, rendant difficile la prise rapide des positions stratégiques. De plus, cette époque vit l'introduction progressive des armes à poudre. Les premiers canons, bien que lourds et imprécis, commencèrent à apparaître sur les fronts à la fin du XIVe siècle. Leur simple présence modifia la psychologie des soldats et des commandants. La capacité de détruire des murs ou de semer la panique parmi les rangs ennemis influença les campagnes ultérieures. Les tactiques défensives se raffinèrent en parallèle. L'utilisation de tranchées sommaires, de palissades et de fossés compléta l'arsenal défensif. Les commandants devaient désormais penser en termes de zones lentes à franchir plutôt que de simples lignes frontales. Les batailles devinrent plus stratégiques, axées sur le contrôle du terrain et la gestion des déplacements logistiques. À l'offensive, la coordination entre les différentes armes gagna en importance. Les archers protégeaient la cavalerie qui cherchait à exploiter les brèches dans les rangs ennemis. Par exemple, lors de la bataille de Crécy, la combinaison efficiente des arcs longs et de l'infanterie permit une victoire décisive à une armée numériquement inférieure. Dans ce contexte, la figure de Jean Bureau, maître artilleur français, incarne cette transition. Sous son commandement, les canons furent améliorés, exploités avec une tactique plus sophistiquée, jouant un rôle crucial dans la levée des sièges et les luttes autour des villes stratégiques. Ces progrès marquèrent un tournant dans le rapport de force militaire. Le rôle des mercenaires, avec leur expérience et leur équipement souvent avancé, contribua aussi à la diffusion de ces innovations. Les armées devinrent plus professionnelles, moins dépendantes des contingents féodaux et davantage basées sur des troupes spécialisées capables de tirer parti des nouvelles technologies. Par ailleurs, la logistique évolua significativement. L'approvisionnement en flèches, munitions pour canons et autres équipements devint un enjeu majeur. Des ateliers spécialisés apparurent, garantissant une production continue, essentielle pour la tenue prolongée des campagnes.
Cette période vit également une évolution dans l'armement personnel. Les chevaliers adoptèrent des armures plus efficaces, intégrant des plaques articulées qui offraient une meilleure protection sans trop sacrifier la mobilité. Cependant, face à l'efficace volée des archers, ces armures ne suffisaient jamais à garantir la victoire individuelle. La guerre de Cent Ans fut ainsi une époque de transition entre la guerre médiévale classique et les prémices de la guerre moderne. Les innovations technologiques et tactiques s'entrelacèrent, modifiant profondément la manière de concevoir le combat et le rôle des différents acteurs sur le champ de bataille. Ce changement fut également visible dans l'organisation des armées. L'apparition des formations plus mobiles, comme les compagnies d'ordonnance mises en place par Charles VII, permit de mieux exploiter les capacités des nouvelles armes et de centraliser le commandement. Cela marqua un pas vers des structures militaires plus uniformisées. Enfin, la guerre de siège illustre parfaitement cette évolution. Les techniques pour prendre ou défendre une fortification devinrent extrêmement sophistiquées. Les ingénieurs militaires, comme Vauban plus tard, puisèrent dans les expériences accumulées pour perfectionner les stratégies d'attaque et de défense. Ces techniques s'appuyaient à la fois sur les progrès de l'artillerie et sur l'aménagement du terrain. Ces transformations attirèrent l'attention des acteurs politiques et des souverains, qui comprirent l'importance stratégique de ces innovations. Elles influencèrent la diplomatie militaire et les négociations, mettant en lumière le poids des capacités militaires dans l'équilibre européen. Ainsi, l'évolution des armes et des tactiques pendant la guerre de Cent Ans ne fut pas simplement une succession d'inventions, mais un processus complexe qui bouleversa toutes les dimensions du combat. Enracinées dans la nécessité, ces innovations façonnèrent l'histoire militaire et annoncèrent les changements à venir. Cette compréhension approfondie des mutations techniques et stratégiques ouvre la porte à l'étude suivante, centrée sur les figures clés qui ont incarné ces transformations, offrant un regard plus personnel sur l'histoire déroulée. La période de trêve et les tensions persistantes. La période de trêve entre la France et l'Angleterre durant la longue guerre qui les opposait fut marquée par une succession d'accords fragiles. Ces moments de paix relative ne signifiaient pas pour autant la fin des tensions entre les deux royaumes. En effet, malgré les accords, les ressentiments gastronomiques de décennies de conflits restaient ancrés dans l'esprit des dirigeants et des peuples. Ainsi, ces trêves servaient souvent à se préparer pour les hostilités à venir. Le traité de Brétigny, signé au milieu du XIVe siècle, initia une pause temporaire dans les combats. Mais les conditions qu'il imposait ne satisfaisaient pas pleinement les deux camps. La France devait céder d'importants territoires à l'Angleterre, notamment dans le sud-ouest, ce qui engendrait un profond ressentiment chez les conseillers du roi Jean le Bon. Côté anglais, le jeune roi Édouard se voyait déjà légitime maître de vastes régions, ce qui alimentait l'ambition d'étendre davantage la domination anglaise sur le continent. Pour les populations locales, ces périodes d'accalmie étaient aussi compliquées. La guerre avait épuisé les ressources et bouleversé les équilibres sociaux. Beaucoup espéraient un retour durable à la paix, mais la réalité était souvent différente. Les garnisons stationnées dans les châteaux continuèrent de maintenir une vigilance constante. Par ailleurs, les alliances fluctuantes entre seigneurs français et anglais compliquaient la vie politique et militaire des régions frontalières. Les rivalités dynastiques entre les maisons royales et nobles restaient également présentes. Le Parlement anglais et la cour française débattaient sans relâche des légitimités respectives, notamment quant à l'héritage d'Henri le Beau, père d'Isabeau de Bavière. Cette dernière joua un rôle discret mais influent dans les coulisses, cherchant à protéger les intérêts français face aux pressions extérieures. Son influence rappelle que les luttes ne se limitaient pas à la bataille sur les champs, mais se jouaient aussi dans les salons et les conseils du pouvoir. Les tentatives diplomatiques pour prolonger la paix manquaient souvent de stabilité. Des rencontres entre envoyés royaux avaient eu lieu à Calais ou à Paris.
mais les négociations s'enlisaient souvent sur des détails comme la restitution des prisonniers ou les compensations financières. De plus, certains nobles continuaient à mener des raids ou à soutenir des rébellions locales, défiant ainsi les traités signés. Cette situation complexe alimentait un climat de méfiance généralisée. L'émergence de nouvelles armes et tactiques militaires pendant ces phases de calme relatif modifiait aussi la nature des conflits à venir. L'usage croissant de l'arc long par les archers anglais, par exemple, força les stratèges français à revoir leurs plans de bataille. Même en période de trêve, les seigneurs ne cessaient d'organiser des entraînements et de moderniser leurs armées, pressentant que la guerre reprendra tôt ou tard. Par ailleurs, la société médiévale vivait cette période dans un état d'appréhension constante. Les récits des violences passées et des sièges traumatisants circulaient parmi les populations, créant une mémoire collective fondée sur la peur et l'incertitude. Cependant, certains villages profitaient aussi de ces pauses pour reconstruire leurs infrastructures et relancer le commerce. Les foires redevenaient des occasions rares de rencontres pacifiques entre marchands français et anglais. Les instabilités internes de chaque royaume rendaient la consolidation d'une paix durable encore plus difficile. En France, la minorité du dauphin provoquait des luttes de pouvoir parmi les ducs et barons, ce qui affaiblissait le gouvernement central. En Angleterre, la pression des barons rebelles limitait parfois la marge de manœuvre du roi Édouard. Ces divisions internes renforçaient la tentation du recours à la guerre pour confirmer la légitimité royale. Dans cette atmosphère incertaine, quelques figures émergèrent par leur volonté de trouver un compromis. Jean de Luxembourg, un diplomate habile, joua un rôle clé dans la médiation entre les deux cours. Sa connaissance des langues et des coutumes locales permit d'éviter plusieurs crises graves. Cependant, malgré leurs efforts, le poids des rancunes historiques et des intérêts politiques rendait chaque traité fragile et éphémère. En conclusion, ces périodes de trêve dans la longue guerre ne furent jamais synonymes de véritable paix, mais plutôt des moments suspendus où les deux royaumes se préparaient à poursuivre leur lutte. Les tensions persistantes, alimentées par des questions territoriales, dynastiques et sociales, préparaient le terrain aux conflits futurs. Pourtant, la capacité des hommes à renouer le dialogue, même brièvement, révèle une complexité et une humanité souvent méconnues de cette période tumultueuse. C'est dans ce contexte que l'histoire se dirige vers les événements suivants, où les choix des dirigeants et la volonté des peuples feront basculer à nouveau le destin des nations. L'émergence de figures clés. Au cours de cette période tumultueuse qu'a été la guerre de 100 ans, plusieurs figures se sont élevées, marquant durablement l'histoire de la France. Parmi ces personnalités, certaines se sont distinguées par leurs actions déterminantes dans la reconquête progressive des territoires perdus face aux Anglais. L'une des figures majeures demeure Jeanne d'Arc, une jeune femme née dans une famille de paysans en Lorraine. Elle affirme avoir entendu des voix célestes dès son adolescence, lui ordonnant de mener le roi Charles à la couronne et de libérer la France. En dépit de son jeune âge, son assurance et son dévouement captivent rapidement les hommes d'armes et la population. La rencontre entre Jeanne d'Arc et le dauphin Charles, futur Charles VII, constitue un moment clé. Lorsqu'elle parvient à le convaincre, son soutien offre un nouvel élan à la cause française. Elle conduit les troupes dans plusieurs batailles, notamment lors du siège d'Orléans, une victoire stratégique majeure qui marque un tournant dans la guerre. Outre Jeanne d'Arc, d'autres personnages influents ont œuvré dans l'ombre ou sur les champs de bataille. Le connétable Bertrand du Guesclin, par exemple, est reconnu pour sa tactique habile et sa capacité à regrouper les forces françaises. Sa persévérance dans la lutte permet de freiner l'avancée anglaise durant des années cruciales. Les rois Charles V et Charles VII jouent également des rôles essentiels. Le premier gouverne avec prudence, réorganisant l'armée et consolidant les ressources du royaume. Le second, soutenu par Jeanne d'Arc, poursuit la reconquête et entame la restauration du pouvoir royal.
Le rôle des capitaines locaux et des nobles est également à noter. Ces protagonistes mobilisent les défenseurs des régions occupées, assurant la résistance face à des envahisseurs mieux armés. Leur fidélité au trône est parfois mise à rude épreuve, mais nombre d'entre eux restent attachés à la cause nationale. Les contextes politiques et sociaux influencent aussi l'émergence de ces personnages. La guerre entraîne des alliances fluctuantes, des révoltes populaires et des crises économiques. Ces facteurs déterminent souvent la succession des leaders et leur autorité sur les territoires concernés. L'impact des avancées militaires sur la situation générale ne doit pas être sous-estimé. L'introduction de nouvelles armes, l'adaptation des stratégies et la coordination des mouvements tactiques contribuent à redéfinir les équilibres du conflit. Chacun des acteurs mentionnés tire parti de ces évolutions. À travers leurs actions, ces figures incarnent une volonté commune de restaurer l'unité du royaume. Leurs décisions, souvent prises dans des conditions difficiles, reflètent un engagement profond envers la survie et la prospérité de la France. Cet engagement se mesure aussi dans leurs rapports personnels et leurs interactions avec la population. Loin de la gloire ostentatoire, leurs parcours sont marqués par la résilience et la ténacité. Ces traits leur permettent de surmonter des revers, des trahisons et des épreuves physiques. Ainsi, ils jouent un rôle clé dans le lent mais régulier retrait des forces anglaises. La présence de Jeanne d'Arc a un effet symbolique puissant. Son courage inspire non seulement les soldats, mais également les civils, renforçant le moral des combattants et la détermination nationale. Cette inspiration dépasse le cadre strictement militaire, influençant aussi la culture et la mémoire collective. Le contexte régional est également important pour comprendre l'apparition de ces protagonistes. Certaines provinces, telles que la Normandie ou la Guyenne, voient l'émergence de chefs locaux déterminés à protéger leurs terres. Leurs initiatives participent à une dynamique globale de reprise en main du territoire. L'évolution des alliances entre la France et d'autres puissances, comme la Castille ou la Bourgogne, modifie aussi le jeu stratégique. Les personnalités de haut rang doivent naviguer dans ces collaborations complexes, ajustant leur politique pour maximiser l'efficacité de la lutte contre l'ennemi. Par ailleurs, l'influence de l'Église n'est pas négligeable. Elle apporte un soutien moral et logistique à plusieurs chefs, y compris à Jeanne d'Arc. La légitimité religieuse joue un rôle important dans le renforcement de l'autorité des dirigeants et dans l'encouragement des forces engagées. Les récits des contemporains soulignent souvent la simplicité et l'humanité de ces figures. Malgré leur responsabilité élevée, elles montrent une capacité à comprendre les difficultés du peuple. Cette proximité avec les sujets contribue à leur popularité et à la cohésion sociale nécessaire aux efforts de guerre. Les documents de l'époque révèlent également les contraintes rencontrées par ces acteurs. Les ressources limitées, les rivalités internes et les circonstances parfois défavorables ralentissent la progression de la reconquête. Ces difficultés nécessitent des adaptations constantes dans les stratégies employées. Ainsi, le parcours de Jeanne d'Arc ne saurait être dissocié de celui d'autres personnages tout aussi déterminants. Ensemble, ils forment un réseau d'influences complémentaires qui façonne le cours de la guerre. Cette collaboration, même si elle connaît des tensions, est essentielle au succès final. Plusieurs batailles montrent à quel point certains chefs savent exploiter les faiblesses de l'adversaire. Leurs décisions stratégiques se fondent sur une analyse précise des forces en présence, permettant de retourner des situations ardues en faveur de la France. Ces événements témoignent d'une montée en compétences militaires. L'importance accordée à la légitimité dynastique se traduit par la restauration progressive de l'image royale. Charles VII, grâce à son couronnement à Reims, consolide son autorité sur le royaume. Cette consécration est rendue possible en grande partie par l'intervention de Jeanne d'Arc et la reconquête des territoires clés. Les relations entre ces figures
et la population locale méritent aussi d'être soulignées. Elles oscillent entre respect, admiration et parfois méfiance, selon les circonstances. Cette relation complexe nourrit les dynamiques de pouvoir et influe sur la stabilité des régions concernées. Enfin, l'ensemble de ces personnages illustre la diversité des talents mobilisés. Parmi eux, on trouve des tacticiens, des stratèges, des meneurs d'hommes, mais aussi des diplomates. Cette variété contribue à la richesse du combat mené, augmentant ainsi les chances de succès contre l'adversaire. En résumé, cette période voit s'épanouir plusieurs figures clés dont les actions, directes ou indirectes, participent à redéfinir les frontières de la France. Chacune à sa manière, elles apportent une contribution décisive à la fin progressive du conflit et à la reconstruction du royaume. Leur héritage se prolonge au-delà de la guerre, inspirant les générations suivantes et la mémoire collective. Sans leurs initiatives et leur courage mesuré, l'histoire de la France aurait sans doute pris une autre tournure. Ses protagonistes incarnent donc un moment essentiel de résilience nationale. Alors que la reconquête avance, de nouvelles phases stratégiques émergent, nécessitant l'adaptation constante des méthodes et des objectifs. Ces développements nous amènent naturellement à explorer les évolutions militaires et diplomatiques qui suivent, prolongement direct des efforts de ces personnages marquants. Jeanne d'Arc et les batailles décisives. Jeanne d'Arc, figure emblématique du Moyen-Âge français, est surtout reconnue pour ses exploits militaires qui ont marqué un tournant dans la guerre menée contre les Anglais. Lorsqu'elle apparut sur la scène politique et militaire, la situation pour la France paraissait désespérée. Les Anglais contrôlaient une grande partie du territoire et le moral des troupes françaises était au plus bas. L'arrivée de Jeanne, jeune fille issue d'un village simple de Lorraine, apporta un souffle nouveau, une énergie qu'aucun général ni roi n'avait su insuffler. Sa première mission militaire importante se déroula à Orléans. Cette ville assiégée depuis plusieurs mois tenait un rôle stratégique crucial. Son contrôle permettait aux Anglais de progresser vers le sud et d'affaiblir le royaume français. Jeanne, affirmant avoir reçu des messages divins, réussit à convaincre le dauphin Charles de lui confier une armée. Sa présence sur le champ de bataille redonna courage aux soldats. Très vite, elle participa à plusieurs assauts coordonnés qui forcèrent l'ennemi à lever le siège, marquant ainsi une victoire décisive. Ce succès fut plus qu'une simple victoire militaire. Il raviva l'espoir au sein de la population et renforça la légitimité du dauphin comme futur roi. La campagne d'Orléans est souvent décrite comme un moment où la figure symbolique de Jeanne transcenda son rôle militaire pour devenir un signe tangible de la résilience nationale. Elle ne menait pas seulement des batailles avec des armes, mais aussi avec la foi en un destin manifesté par des voix qu'elle disait avoir entendues. Les batailles suivantes confirmèrent ses talents stratégiques et sa capacité à mobiliser les troupes. Jeanne accompagna Charles jusqu'à Reims, où il fut couronné roi de France. Ce couronnement était une étape symbolique majeure. Il affirmait la continuité du pouvoir royal, malgré la guerre et les divisions internes. La présence de Jeanne d'Arc témoigna de son importance non seulement militaire, mais aussi politique, car elle remit en cause les limites imposées par son âge et son sexe. Elle participa à plusieurs autres engagements, dont la libération de plusieurs places fortes, chaque victoire contribuant à redéfinir le rapport de force. Son implication ne se limitait pas au combat. Elle y insufflait une discipline et une motivation rares à cette époque de chaos. Les soldats la suivaient avec dévotion pour plusieurs raisons. Sa ténacité, sa foi inébranlable et ce charisme qui semblait transcender les difficultés. Toutefois, Jeanne n'était pas une chef militaire orthodoxe. Son approche mélangeait conviction religieuse et audace tactique. Elle n'hésitait pas à s'exposer en première ligne, ce qui éveillait souvent respect et admiration autour d'elle. Cette posture contribua aussi à forger une légende durable, la présentant comme une figure presque surnaturelle dans un monde dominé par des stratégies plus traditionnelles.
Mais la guerre n'était pas seulement une question de bataille rangée. La logistique, le moral des troupes, l'approvisionnement étaient autant de défis quotidiens. Jeanne d'Arc sut également influencer ces aspects par sa présence encourageante et son refus de céder, même dans des moments où la défaite semblait inévitable. Son rôle dépassait ainsi le simple commandement militaire. Au-delà de ses exploits militaires, Jeanne a profondément impacté la perception collective de la guerre. Elle est souvent vue comme la personnification d'un renouveau national, une incarnation du patriotisme au moment où les divisions internes menaçaient l'unité du royaume. Sa vie fut aussi un miroir des tensions sociales et politiques de l'époque, entre la noblesse, le clergé et le peuple. Ces campagnes, réalisées entre l'année 1430 et 1431, ont marqué la première phase de la reconquête française. Chaque victoire apportait à Charles une légitimité renforcée face à ses rivaux, notamment les Bourguignons alliés aux Anglais. Le poids symbolique de Jeanne ajoutait un contrepoids extraordinaire aux forces adverses. Elle fut capturée en 1430 et libérée un an plus tard, mais sa prise marqua le début du déclin de son influence militaire directe. Pourtant, son impact sur les troupes et sur l'opinion publique était tel que les batailles continuèrent à être perçues comme des épisodes d'un combat sacré. La figure de Jeanne resta vivace, inspirant encore longtemps après sa mort. Par son courage, Jeanne d'Arc a contribué à changer le cours de la guerre, redéfinissant l'idée même d'une guerre conduite non seulement par des chevaliers, mais aussi par une volonté collective nourrie de foi et d'espérance. Sans son intervention, il est probable que le destin de la France aurait pris une autre tournure, moins favorable. Ainsi, les batailles qu'elle mena ne furent pas seulement des affrontements armés, mais aussi des moments où s'est forgée l'identité d'une nation cherchant à se reconstruire. Ces événements montrent combien une personne, malgré son jeune âge et son origine modeste, peut influencer un conflit majeur. Jeanne incarne cette capacité extraordinaire à faire basculer l'histoire. En étudiant ses campagnes, on comprend aussi que la guerre est un phénomène complexe mêlant politique, sentiments, croyances et stratégie. Jeanne d'Arc représente une intersection unique de ces dimensions, ce qui explique son rôle si important dans la mémoire collective. Son histoire ouvre la voie à la réflexion sur les symboles et les récits qui nourrissent l'identité nationale. À mesure que les batailles avancèrent, le soutien populaire pour la cause française soudée autour de la figure de Jeanne croissait. Sa réussite permit non seulement des avancées territoriales, mais aussi un regain de confiance destiné à durer au-delà du conflit immédiat. C'est cette dynamique qui prépara les futurs succès de Charles et son royaume. La guerre n'était pas finie et les enjeux restaient immenses, mais ces années marquèrent un tournant vital. Laissant derrière elle les luttes d'un territoire fragmenté, Jeanne permit à la France de croire de nouveau en sa destinée. La suite de son récit, tout autant captivante, nous mènera vers les péripéties de son procès et la postérité de son image. Le rôle de la diplomatie et des alliances. La diplomatie a joué un rôle fondamental tout au long de la guerre de 100 ans, influençant profondément l'équilibre des forces et les stratégies adoptées par les belligérants. Dès le début du conflit, le jeu des alliances a constitué un élément clé, modifiant régulièrement la carte politique de l'Europe occidentale. Les diplomates et souverains ont déployé toute leur habileté pour tisser des liens, souvent fragiles, fondés sur des intérêts communs plus que sur des affinités sincères. Ces alliances politiques reposaient fréquemment sur des mariages entre familles royales ou nobles, qui visaient à solidifier les accords et à garantir une coopération durable. Parmi les alliances les plus déterminantes, celle entre le royaume d'Angleterre et les duchés flamands illustre parfaitement cette réalité. Flandre, région stratégique par sa richesse économique et sa position géographique, avait d'importants liens commerciaux avec Anglais. Le soutien ouvert des Flamands à la cause anglaise
permettait à la couronne britannique de renforcer sa présence sur le continent. Par ailleurs, le mariage d'Isabeau de France avec Édouard III d'Angleterre représenta un moment diplomatique crucial. Bien que la légitimité de ce lien ait été contestée, nourrissant ainsi les tensions futures. L'évolution des alliances ne se limitait pas au rapprochement entre royaumes voisins. Les différents traités signés au fil des décennies traduisent la complexité des rapports entre États. Par exemple, le traité de Brétigny en 1370 marque un moment de pause dans les hostilités, où l'Angleterre obtint des concessions territoriales importantes en échange d'une certaine reconnaissance de souveraineté. Cependant, les clauses de ce traité furent mal appliquées, accentuant les rancunes et préparant le terrain pour la reprise des combats. La finesse diplomatique consistait souvent à exploiter ces failles pour rebattre les cartes au profit de l'une ou l'autre des parties. Les mariages entre maisons royales ne servaient pas uniquement à formaliser les alliances militaires et politiques, ils avaient aussi une dimension symbolique et culturelle forte. La reine Jeanne de Navarre, épouse de Philippe IV, fut un exemple de femme d'influence qui utilisa ses relations pour défendre des intérêts dynastiques dans le contexte troublé de la guerre. De même, les unions des jeunes générations étaient soigneusement orchestrées pour intégrer de nouveaux alliés potentiels, parfois issus de royaumes lointains ou de la noblesse locale, ce qui accentuait la complexité géopolitique. Ces mariages changèrent souvent la nature des conflits en introduisant des revendications territoriales inédites. Le jeu des alliances impliquait également une diplomatie secrète, menée par des ambassadeurs itinérants et des courriers discrets. Ces agents diplomatiques travaillaient à déminer les conflits, à négocier des échanges de prisonniers ou à préparer des négociations de paix. Certains de ces personnages se sont révélés essentiels pour éviter une escalade trop rapide des hostilités, tandis que d'autres furent soupçonnés de double jeu ou de partialité, multipliant ainsi les intrigues. La confiance entre les belligérants restait, en effet, précaire, et chaque avancée diplomatique pouvait cacher des intentions cachées. Le rôle de l'Église dans cette diplomatie fut également déterminant. Par son autorité morale et politique, elle intervint souvent pour encourager la paix et modérer les excès de la guerre. Plusieurs conciles et papes tentèrent de promouvoir des trêves lors de fêtes religieuses ou de périodes sacrées. Par ailleurs, la papauté jouait de son influence pour orienter certains princes vers des alliances ou pour imposer des sanctions à ceux qu'elle considérait comme transgresseurs des lois de la chrétienté. Ce pouvoir spirituel se traduisait alors en une forme subtile, mais puissante de diplomatie. Les alliances changeaient aussi au gré des intérêts économiques, très liés aux ressources que chaque territoire pouvait offrir. Contrôler des ports, des mines ou des terres fertiles devenait un enjeu crucial, et les diplomates savaient exploiter ces besoins pour négocier des ententes temporaires. Le commerce entre les capitales et les grandes cités marchandes servait parfois de levier pour faire pression ou pour récompenser des partenaires. Cette dimension économique déclenchait parfois des disputes internes entre nobles ou seigneurs, reflétant les tensions à l'intérieur même des alliances. Un exemple marquant de cette dynamique fut le conflit larvé entre les maisons de Bourgogne et de Valois, alliés à différentes phases de la guerre. Les ducs de Bourgogne jouèrent souvent un rôle pivot, équilibrant leur soutien entre les Anglais et les Français en fonction des avantages immédiats. Leur ambition personnelle et territoriale les conduisit à manipuler la diplomatie à leur profit, parfois au détriment des intérêts globaux des royaumes concernés. Ce pragmatisme exacerba la nature fragmentée de la guerre, la rendant plus difficile à conclure. Les traités de paix ou d'alliance signés durant cette période témoignent donc d'une histoire en mouvement perpétuel, où chaque accord pouvait être remis en question au moindre changement de situation. La complexité du contexte politique obligeait les rois à une vigilance constante et à une adaptation rapide. Quand un mariage scellait une alliance, celui-ci pouvait être annulé par un retournement d'alliance ou par un décès prématuré. Cette instabilité
formaient la toile de fond de la guerre, dans laquelle la diplomatie tentait d'aménager des espaces de dialogue et de négociation. Les relations entre la France et l'Écosse offrent par ailleurs un autre exemple, notable. L'alliance franco-écossaise, s'appuyant sur des intérêts communs contre l'Angleterre, fut renforcée par plusieurs pactes officiels. Ce partenariat stratégique permit à la France de détourner une partie des forces anglaises en les confrontant à une autre frontière. Les échanges diplomatiques entre Paris et Édimbourg furent particulièrement intenses, incluant des échanges de dignitaires et des visites protocolaires. Ce soutien mutuel marque l'importance des alliances internationales hors des frontières immédiates des belligérants. Ainsi, à travers toute cette période, la diplomatie apparaît non seulement comme un outil de gestion des conflits, mais aussi comme une arène d'influence mutuelle où se joue le destin des nations. Les alliances, qu'elles soient temporaires ou durables, reposaient sur des calculs précis et des compromis parfois délicats. Leur rôle fut déterminant dans la prolongation ou la suspension des hostilités. En dépit des violences des combats, c'est souvent dans les salons et les chancelleries que se décidaient les grandes orientations du conflit. Cette complexité de la diplomatie au cœur de la guerre de Cent Ans nous conduit naturellement à examiner maintenant la façon dont les événements militaires eux-mêmes, en particulier les grandes batailles, ont contribué à façonner cette longue confrontation, l'impact économique de la guerre prolongée. L'impact économique de la guerre prolongée émerge comme une toile complexe tissée au fil de plusieurs décennies, où la France et l'Angleterre furent engagées dans un conflit sans précédent, appelé la guerre de Cent Ans. Cette guerre, débutant au milieu du XIVe siècle et s'étendant jusqu'à la seconde moitié du XVe, bouleversa non seulement des dynasties royales, mais aussi les fondements économiques des deux contrées. Le poids des charges financières des campagnes militaires pesa lourdement sur les royaumes et sur leur population, engendrant une série d'effets qui allaient modifier durablement les structures sociales et commerciales. Les frais d'entretien des armées, la production et la fourniture d'équipements, ainsi que le soutien aux garnisons permanentes, exigèrent que les rois augmentent les impôts avec une insistance jamais vue. En France, la fiscalité devint un enjeu majeur, particulièrement alors que la guerre s'étirait sans que la paix ne soit en vue. L'enrichissement de quelques seigneurs grâce au pillage et à l'extorsion contrastait avec la misère croissante des paysans et des artisans dont les biens étaient souvent réquisitionnés. L'économie rurale, colonne vertébrale de la société, subit un recul marqué en raison de l'abandon des terres cultivables décimées par les combats incessants. Dans les villes, les commerçants durent faire jongler avec l'instabilité des routes de commerce et les fluctuations des marchés. Le blocus et l'embargo rendirent certains échanges impossibles, privant les populations d'articles de première nécessité et exacerbant la rareté. Ce contexte favorisa l'essor d'un commerce local et régional, mais aussi l'apparition d'un marché noir florissant. La dépréciation des monnaies, sous la pression des besoins de financement de la guerre, contribua à une inflation galopante, dont souffrirent particulièrement les groupes sociaux les plus vulnérables. Les royaumes engagés durent également recourir à des emprunts auprès de riches marchands et usuriers, notamment implantés dans les villes comme Paris, Toulouse ou Londres. Le besoin crucial d'argent liquide provoqua une dépendance envers ces acteurs financiers, ce qui transforma peu à peu la nature des relations économiques. Aux marges des institutions royales, une nouvelle classe bourgeoise gagna en influence grâce à la gestion de ses crédits et au développement des réseaux bancaires, plaçant ainsi l'argent au cœur du pouvoir politique. Par ailleurs, la guerre contraignit les autorités à innover dans la gestion de leurs ressources. La centralisation progressive du pouvoir royal favorisa la mise en place de systèmes de taxation plus efficaces et parfois plus oppressifs. Certaines traditions fiscales furent revues ou abolies au profit d'un prélèvement plus systématique sur tous les terrains cultivés, supprimant en partie les exemptions autrefois accordées à certaines régions ou communautés. Ce renouveau fiscal fut un des grands contributeurs aux tensions sociales qui alimentèrent des révoltes paysannes et urbaines dans la deuxième moitié du XVe siècle.
La dévastation causée par la guerre provoqua aussi un grave déclin démographique. De nombreuses batailles, famines et épidémies décimèrent la population active, affaiblissant la main-d'œuvre essentielle à l'agriculture, aux travaux manuels et à la production artisanale. Cette chute démographique ralentit la reprise économique et augmenta la dépendance aux travailleurs étrangers ou aux paysans rescapés, souvent contraints à des conditions de travail plus dures face à la demande croissante. Paradoxalement, cette pénurie de main-d'œuvre contribua, dans certains cas, à une amélioration des conditions salariales, donnant naissance à un échange plus équitable entre travailleurs et patrons. Au-delà des seules frontières de la France et de l'Angleterre, le prolongement du conflit affecta le commerce international. Le trafic entre le nord de l'Europe et les ports méditerranéens fut souvent perturbé par les conflits navals et les barricades établies sur les mers. Des cités comme Gênes et Venise, tout en poursuivant leurs intérêts, durent adapter leur stratégie commerciale pour contourner les zones de guerre. Cette situation fit émerger des routes alternatives et contribua à l'enrichissement de certains points stratégiques, modifiant ainsi l'équilibre économique de la région européenne à long terme. Le rôle des impôts indirects sur les biens de consommation se révéla crucial pour alimenter la guerre. Taxes sur les céréales, sur le vin ou encore sur les textiles permirent de collecter des fonds substantiels mais alourdisaient le quotidien des populations, notamment dans les classes populaires. Ces prélèvements ignorèrent souvent les effets dévastateurs sur le pouvoir d'achat des familles, accentuant ainsi la misère et le désespoir des campagnes et des faubourgs des villes. Ces pressions fomentèrent une atmosphère difficilement supportable, propice aux contestations et parfois au désordre. Une conséquence économique notable fut la transformation du paysage foncier. De nombreuses terres furent abandonnées ou confisquées par les seigneurs pour compenser les dettes contractées durant la guerre. Cette concentration des propriétés entraîna une réduction des exploitations paysannes indépendantes, exacerbant les inégalités et privatisa une grande partie des ressources agricoles. Les nobles, accaparant ainsi une portion toujours plus grande des richesses territoriales, fortifièrent sur leur pouvoir économique au prix d'un appauvrissement significatif des paysans. L'impact économique passa aussi par la diversification des industries. Le commerce de la laine, la production d'armes et de textiles devinrent des secteurs clés liés directement aux besoins militaires. Les ateliers d'armurerie et les manufactures de toile connurent une croissance soutenue, mais cette spécialisation limita souvent la capacité d'innovation dans d'autres domaines productifs. La dépendance aux techniques importées d'autres régions, notamment d'Italie, favorisa des échanges culturels, mais rappela l'aspect fragile d'un système économique largement orienté vers la guerre. La guerre influença enfin notablement l'organisation urbaine. Plusieurs villes furent fortifiées ou reconstruites dans un souci accru de défense, ce qui engendra des coûts considérables et modifia la configuration des centres habités. Ces transformations permirent une meilleure protection contre les attaques, mais freinèrent aussi le développement commercial et l'expansion des quartiers populaires très actifs économiquement. La coexistence entre impératifs, militaires et besoins urbains provoqua un équilibre précaire, souvent source de tensions internes. Face à ces difficultés, certaines initiatives d'entraide et de solidarité se manifestèrent dans les communautés rurales et urbaines. Associations de marchands, guildes d'artisans ou confréries religieuses multiplièrent leurs actions pour soutenir les plus démunis, organisant des aides alimentaires ou financières. Ces réseaux sociaux, bien qu'informels, jouèrent un rôle essentiel dans la survie de nombreuses familles, renforçant les liens communautaires alors que les institutions étatiques étaient trop affaiblies pour intervenir efficacement. Ils préparèrent aussi le terrain pour des formes de coopération durable après la fin du conflit. L'analyse de l'impact économique de la guerre de 100 ans révèle ainsi un tableau d'une complexité remarquable où les contraintes financières accablèrent durablement les pays belligérants. Les cycles de destruction et de reconstruction, la transformation des structures sociales et la recomposition des échanges économiques marquèrent la société médiévale d'une empreinte profonde.
Le passage à la paix ne signifia pas un retour immédiat à la prospérité, mais le début d'une longue période d'adaptation et de réforme. La prochaine étape explorera alors les évolutions politiques nées de ce conflit d'une durée sans précédent, la fin progressive du conflit. À partir de cette Renaissance française, les batailles s'enchaînent avec une intensité renouvelée, mais aussi avec des stratégies de plus en plus sophistiquées. La guerre ne se limite plus au champ de bataille, elle s'étend dans les coulisses politiques où alliances et trahisons redessinent les contours du pouvoir. Le roi Charles VII déploie une politique habile de reconquête, s'appuyant sur des commandants compétents et de fidèles vassaux qui redonnent corps à l'autorité royale. Cette dynamique contribue à fragiliser progressivement l'emprise anglaise sur les territoires conquis. Sur le plan militaire, la bataille de Castillon en 1453 est considérée comme l'un des tournants irréversibles. Ce combat, qui oppose les troupes françaises aux forces anglaises conduites par Jean Talbot, se solde par la victoire française. Cette défaite infligée aux Anglais marque la fin de leur domination en Guyenne, une région stratégique depuis longtemps disputée. La pertinence des armes à feu et l'artillerie nouvelle y jouent un rôle déterminant, montrant l'évolution rapide des techniques de guerre dans ce contexte. Parallèlement aux opérations militaires, les négociations diplomatiques s'intensifient. La guerre a épuisé les deux camps, tant en hommes qu'en ressources, et un désir profond de paix commence à émerger dans les chancelleries. Plusieurs ententes locales sont conclues pour mettre fin aux hostilités dans certains secteurs, préparant le terrain à un accord d'envergure. Ces premiers retraités, bien qu'imparfaits, posent les bases d'un règlement global qui doit intervenir prochainement. L'attitude des monarques évolue alors vers plus de pragmatisme et moins d'enjeux personnels. Le roi Henri XVI d'Angleterre connaît des difficultés croissantes pour maintenir son autorité, notamment en raison de troubles internes et de l'hostilité grandissante de la noblesse anglaise à la prolongation de ce conflit coûteux. Sa santé mentale fragile et la montée des factions rivales affaiblissent sa position. De leur côté, les Français profitent de cette situation pour consolider leur pouvoir et récupérer progressivement les territoires perdus. Le soutien populaire à Charles VII grandit, renforcé par l'image d'un roi capable de restaurer l'unité du royaume. Le traité d'Arras de 1449 entre la Bourgogne et la France est un autre épisode clé qui modifie la donne. En mettant fin à une dangereuse alliance avec l'Angleterre, les Bourguignons se rapprochent de la couronne française, isolant encore davantage leurs ennemis. Cette pacification interne au royaume de France est essentielle pour stabiliser la situation et concentrer les efforts militaires contre l'occupation anglaise. Les négociations habiles des conseillers du roi permettent de transformer cet accord en levier politique majeur. Dans cette dernière phase, la guerre cesse d'être une lutte purement militaire pour devenir un jeu d'influence diplomatique où les alliances territoriales et dynastiques se recomposent. Les souverains cherchent à garantir leur légitimité et leur succession, ce qui ajoute un poids supplémentaire aux discussions. Le rôle des femmes dans cette époque, souvent méconnu, prend une importance accrue, notamment par le biais des mariages arrangés qui scellent les ententes politiques. Ces unions deviennent des instruments de paix aussi efficaces que les traités formels. Les conditions de vie durant cette période difficile illustrent également les conséquences durables de la guerre. Les populations civiles, soumises à de multiples réquisitions, famines et déplacements, témoignent d'une résilience remarquable. Les chroniqueurs de l'époque rapportent avec sobriété le quotidien des villages et des villes ravagées. Malgré cela, l'activité économique reprend lentement dans les zones libérées, incarnant une renaissance discrète mais tangible. La reconstruction est patiente. Elle demande plusieurs décennies pour réparer les dommages causés. La fin effective de la guerre est officialisée en 1453 à travers le traité de Castillon qui scelle la victoire française. Ce document consacre la perte de presque tous les territoires anglais en France, à l'exception de Calais. Cette enclave tournera durant encore plusieurs années
comme un point de friction diplomatique important entre les deux nations. Le traité marque une nouvelle ère, celle où la France peut envisager son avenir avec une souveraineté retrouvée et une stabilité politique renforcée après une période tumultueuse. Cette période de transition ouvre la voie à des réformes importantes dans l'armée et l'administration. Charles VII met en place un système de levée régulière de troupes et développe un service militaire permanent. Ces mesures visent non seulement à prévenir le retour d'une guerre de grande ampleur, mais aussi à asseoir définitivement le pouvoir royal face aux nobles trop indépendants. La centralisation progressive de l'État français s'inscrit ainsi dans la continuité de la reconquête territoriale, consolidant les bases d'un royaume plus unifié. Les historiens soulignent que cette fin lente et complexe de la guerre illustre la difficulté à mettre un terme à un conflit profondément enraciné dans des rivalités ancestrales. La transformation des stratégies militaires, le changement des alliances politiques et les évolutions sociales façonnent un paysage nouveau. La méfiance demeure, mais un équilibre précaire s'installe entre la France et l'Angleterre. Ce cessez-le-feu durable prépare, en quelque sorte, les échéances futures sous d'autres formes. Ainsi, le souvenir de la guerre de 100 ans reste ancré dans la mémoire collective comme une période de profonde épreuve marquée par une succession d'épreuves longues et souvent très dures. La fin progressive reflète autant un désir de paix qu'une adaptation continue aux réalités du pouvoir et du territoire. Le rôle des protagonistes, qu'ils soient militaires, politiques ou civils, souligne la complexité d'un événement qui dépasse largement le cadre militaire pour toucher à l'identité même des peuples concernés. Cette transformation paie le prix d'un immense effort courageux. L'équilibre européen en ressort modifié. L'émergence d'un État français renforcé change la donne pour ses voisins. Ce repositionnement a des répercussions sur les relations diplomatiques et prépare les conflits futurs, notamment à travers la montée des ambitions territoriales. Les alliances héritées de cette époque serviront de base dans les siècles à venir. Le conflit et sa résolution illustrent donc bien l'interdépendance entre guerre et diplomatie dans le façonnement de l'histoire européenne. Un phénomène complexe et riche d'enseignements encore actuels. Enfin, la conclusion de ce long conflit ouvre une période de renouveau culturel et économique. Sous le règne de Charles VII, des innovations apparaissent dans la gestion administrative, le droit et même dans les arts. Ces changements participent à la construction d'une nation plus cohérente et apte à surmonter les défis futurs. La mémoire de la guerre agit ainsi comme un rappel des dangers de la division et comme une source d'unité durable. Ce récit s'achève en préparant le terrain pour la suite des événements historiques qui viendront consolider cette paix fragile. Les enseignements historiques. La guerre de 100 ans, prolongée entre 1314 et 1453, a profondément marqué l'histoire de l'Europe, et plus particulièrement celle de la France et de l'Angleterre. Son héritage dépasse le simple cadre militaire ou territorial. En effet, ce conflit a influencé de façon durable les structures politiques, sociales et économiques des deux royaumes et a contribué à façonner les nations telles que nous les connaissons aujourd'hui. Le premier enseignement majeur réside dans l'affirmation du pouvoir royal consolidé. Avant le début de ce conflit, le pouvoir des rois était souvent fragmenté, soumis aux influences de la noblesse locale et des seigneurs féodaux. La guerre a provoqué une remise en question de cette organisation souple. Les rois, confrontés à la nécessité de lever des armées importantes et de gérer d'importants frais de guerre, ont été conduits à renforcer leur autorité centrale. En France, par exemple, le règne de Charles VII, bien que difficile, a établi les bases d'un pouvoir royal solide, en s'appuyant notamment sur des institutions plus efficaces pour lever l'impôt et organiser la défense du royaume. Sur le plan militaire, le conflit a montré l'évolution des techniques et des stratégies. L'usage accru des archers, en particulier les archers anglais, a bouleversé la tradition chevaleresque. Les batailles, telles que celles de Crécy ou d'Azincourt,
illustre l'efficacité des tirailleurs sur les nobles combattants à cheval. Cette évolution a modifié la composition des armées et a conduit à une plus grande démocratisation du champ de bataille, où le mérite et la compétence prenaient une place plus importante que la simple naissance. Cette mue a préparé le terrain pour les armées modernes. L'économie a également été profondément bouleversée. La guerre a engendré des dépenses massives qui ont poussé les États à développer des modes de financement innovants, notamment l'impôt direct et les emprunts publics. Ces mécanismes ont participé à l'émergence des États modernes capables de mobiliser des ressources sur le long terme. Par ailleurs, les ravages et les destructions ont affecté les terres agricoles et les voies commerciales, provoquant des crises économiques ponctuelles, mais aussi une lente adaptation qui a modelé les structures économiques des régions concernées. Au-delà des aspects politiques, militaires et économiques, la guerre de Cent Ans a aussi eu une influence culturelle notable. La figure de Jeanne d'Arc incarne cette dimension symbolique. Elle a représenté bien plus qu'une simple héroïne militaire. Elle est devenue un symbole d'unité nationale et de résistance face à l'envahisseur. Son procès et sa canonisation siècles plus tard attestent de son importance dans l'imaginaire collectif français. Ce récit, transmis depuis, a contribué à forger la conscience nationale et le sentiment d'appartenance. Le conflit a par ailleurs accéléré l'abandon du français ancien au profit du français moderne. Les échanges interculturels et l'évolution de la langue dans les administrations royales ont renforcé l'usage du français, en partie au détriment du latin ou d'autres langues régionales. Cette standardisation linguistique a favorisé la cohésion territoriale et administrative, consolidant le sentiment d'identité nationale. Sur le plan diplomatique, la guerre a redessiné la carte politique de l'Europe. Le traité de Castillon et les accords successifs ont mis fin à l'emprise anglaise sur la majeure partie du territoire français, mais ont aussi ouvert la voie à de nouvelles rivalités et alliances. L'Angleterre, se recentrant sur ses possessions continentales et insulaires, a renforcé ses structures internes, préparant ses propres évolutions politiques, notamment vers une monarchie parlementaire. La guerre de Cent Ans a également révélé les limites du système féodal. La montée des villes urbaines, l'essor des classes moyennes et le développement des bourgeoisies commerçantes ont remis en cause le pouvoir traditionnel des seigneurs. Les villes, devenant des centres d'activité économique et politique, ont gagné en influence, participant à la transformation des sociétés médiévales en sociétés plus complexes et hiérarchisées différemment. Ce long conflit a aussi provoqué une profonde mutation dans la perception de la guerre elle-même. Le passage d'une vision noble et codifiée à une approche plus pragmatique et utilitaire s'est fait progressivement. La guerre n'est plus uniquement une affaire de conquête personnelle du roi ou d'un groupe aristocratique, mais un instrument au service de l'État et de sa pérennité. Cette transformation a marqué le début de ce que l'on pourrait appeler la guerre moderne. Enfin, l'expérience de la guerre de Cent Ans démontre l'importance de l'adaptabilité et de la résilience des sociétés face aux crises prolongées. Malgré les souffrances et les destructions, la population et les instances dirigeantes ont su trouver des moyens de se reconstruire et d'évoluer. Cet aspect est essentiel pour comprendre comment les nations européennes ont pu traverser les turbulences sans sombrer dans le chaos complet. Ainsi, l'héritage de la guerre de 100 ans dépasse largement son cadre temporel. Il s'agit d'un moment charnière qui a conditionné l'émergence des États modernes, renouvelé les pratiques militaires, transformé les sociétés et contribué à la naissance d'un sentiment national, encore perceptible aujourd'hui. Le récit de ce conflit reste une source précieuse pour comprendre la complexité des évolutions politiques et sociales de l'Europe médiévale et au-delà. À mesure que nous analysons ces transformations, il devient clair que la guerre de 100 ans n'est pas uniquement une succession de batailles et de sièges, mais un laboratoire historique où se sont forgées des dynamiques nouvelles, celles qui allaient façonner des siècles d'histoire future. Cette compréhension nous prépare à explorer, dans la suite,
les conséquences politiques précises qui ont suivi ce long conflit. Conclusion sans dramatisation. La guerre de Cent Ans constitue un conflit majeur de l'histoire médiévale européenne qui s'est étendu tout au long du siècle de 1314 à 1463. Ce conflit opposait principalement les royaumes de France et d'Angleterre, nourri par des revendications dynastiques complexes et des enjeux territoriaux qui ont influencé profondément la géopolitique de l'époque. Dès le début, la question de la succession au trône de France fut au cœur des tensions. Philippe le Bel ayant laissé la couronne sans héritier mâle direct reconnu, ce qui a conduit Édouard III d'Angleterre à revendiquer son droit par sa mère, la fille de Philippe IV, une contestation rejetée par les barons français. Cette situation tendue a posé les bases pour une série de confrontations militaires, politiques et économiques qui allaient durer plus de 100 ans. Le conflit fut rythmé par plusieurs phases distinctes, marquées par des victoires et des défaites alternées des deux camps. Dans les premières décennies, l'influence anglaise fut notable grâce à des batailles comme celle de Crécy en 1336 et celle de Poitiers en 1356. Ces affrontements, où l'usage innovant de l'arc long joua un rôle crucial, firent pencher la balance en faveur de l'Angleterre. Le roi Jean le Bon fut capturé lors de Poitiers, un événement qui déstabilisa temporairement la monarchie française. Toutefois, cette période ne fut pas une domination anglaise sans contestation, car les résistances locales, les alliances fluctuantes et les dynamiques sociales rendaient la situation extrêmement volatile. Au cours du conflit, plusieurs figures clés émergèrent, incarnant les valeurs militaires et politiques de leur temps. Le roi Charles V de France, surnommé Charles le Sage, réussit à restaurer la stabilité française après des revers initiaux, mettant en place une stratégie de guérilla et de reconquête des territoires perdus. À l'opposé, sur le front anglais, des personnages comme Édouard, le prince noir, laissèrent une empreinte marquante avec leur habileté tactique et leur présence symbolique auprès des troupes. Ces chefs militaires traduisent la complexité des motivations et des choix stratégiques qui ne se limitaient pas à des querelles dynastiques, mais impliquaient aussi des enjeux économiques et culturels profonds. Les dimensions sociales et économiques de la guerre doivent également être prises en compte pour comprendre son impact. La guerre de 100 ans a entraîné de lourdes conséquences sur les populations civiles, qu'il s'agisse de levées forcées d'hommes, de pillages ou de famines récurrentes accentuées par les campagnes militaires. Les villes, en particulier, virent leur fortune fluctuer suivant les alliances et les occupations. Au-delà du terrain militaire, la guerre a aussi modifié les structures politiques internes en France et en Angleterre. Le pouvoir royal se centralisa progressivement, les rois renforçant leur autorité face à la noblesse et à des institutions dissidentes, une évolution essentielle dans la construction des États modernes occidentaux. Un autre aspect notable est l'évolution des armes et des techniques de guerre qui se manifesta durant cette période. L'emploi croissant de l'arc long anglais, mais aussi des bombardes et autres engins d'artillerie, modifia les façons traditionnelles de combattre. Par ailleurs, les sièges de ville et les tactiques de défense s'adaptèrent face à ces innovations. L'armure et l'équipement des chevaliers évoluèrent également, influencés par des expériences répétées sur les champs de bataille, ce qui fit naître une mutation des forces militaires, passant d'une chevalerie noble à des armées plus professionnelles et diversifiées. Les traités et négociations, quoique souvent temporaires, ont jalonné cette guerre prolongée. Ceux de Brétigny en 1370, d'Arras en 1440 et d'autres conclus au fil des décennies montrèrent les éclats d'une diplomatie active, cherchant à apaiser des tensions redoutables. Chaque accord tentait de redéfinir la souveraineté des territoires et les droits des prétendants, sans jamais assurer une paix durable. Ces efforts de dialogue sont révélateurs des limites imposées par la guerre sur la vie politique et des défis posés par des intérêts multiples et divergents. L'attrition progressive des forces et la fatigue générale marquèrent la dernière phase de la guerre.
La reconquête française, impulsée notamment par Jeanne d'Arc, prit une dimension symbolique et stratégique incontournable, encourageant les troupes et redonnant espoir à la couronne française. Cette figure emblématique fut au cœur d'un renouveau patriotique qui contribua à inverser le cours des événements. Ces victoires, bien que limitées dans le temps, provoquèrent un regain de confiance et firent pencher la balance en faveur de la France, participant à la fin progressive du conflit. La conclusion de la guerre de 100 ans ne marqua pas seulement la fin des hostilités, mais amorça également une redéfinition des identités nationales françaises et anglaises. La France sortit renforcée, avec une monarchie plus affirmée et des frontières davantage stabilisées. Pour l'Angleterre, la guerre laissa des séquelles importantes, principalement économiques et sociales, et mena à des troubles internes qui culminèrent dans des conflits comme la guerre des Deux Roses. Le long terme révéla ainsi la transformation profonde des sociétés et des États, façonnée par cette période complexe. Ce récit objectif et dépourvu d'exagérations dramatiques invite à une contemplation réfléchie sur cette guerre aux multifacettes. Il apparaît clairement que la guerre de 100 ans ne fut pas un simple affrontement militaire, mais un moment charnière où des évolutions politiques, sociales et technologiques majeures ont convergé. Pour comprendre cette époque, il est essentiel de dépasser les mythes et légendes afin d'appréhender les réalités concrètes, souvent difficiles, vécues par les protagonistes de cette longue période de conflit. Le calme et la distance sont nécessaires pour saisir toute la portée historique de ces événements complexes. Enfin, en observant cette guerre dans sa globalité, on mesure l'importance des interactions entre les forces géopolitiques, les personnalités déterminantes, les innovations techniques et les transformations institutionnelles. Cette coïncidence d'éléments n'a pas simplement dessiné une succession d'événements militaires, mais construit le socle sur lequel s'est appuyée la transition vers une Europe moderne. Les conséquences de la guerre de 100 ans dépassent donc largement son cadre temporel et spatial immédiat, influençant durablement les trajectoires nationales et la mémoire collective. Cette dernière invite à poursuivre l'exploration de ce passé en envisageant ses prolongements et enseignements pour mieux comprendre les fondements de notre histoire contemporaine. Passons désormais à l'examen plus détaillé des conséquences culturelles et institutionnelles qui découlèrent de cette période troublée et qui permirent aux États concernés de se renouveler face aux défis ultérieurs.